Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre invité c'est Philippe Lafontaine. Philippe est bien plus qu'un simple consultant en communication, commerce et stratégie, vous allez le voir. Il a une carrière riche et diversifiée, il a occupé des postes clés dans l'éducation, le marketing, le développement commercial, la direction générale. Aujourd'hui, il va nous partager son parcours, son expertise et ses connaissances. Bonjour Philippe. Bonjour. Je suis super content de t'avoir dans mon podcast, c'est un vrai plaisir. C'est partagé. Et bienvenue dans Éclosion. Merci. Tu peux te présenter pour nous? Alors très rapidement, Lafontaine, donc 68 ans, deux enfants, voilà, une vie passionnante et voilà, et avec toujours le souci, tu l'as dit tout à l'heure, de l'éducation, transmettre les choses, les connaissances, l'expérience, et puis faire en sorte que l'avenir des jeunes prenne en compte toutes les évolutions. Mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, des évolutions, tu en as connu beaucoup dans ta carrière. Je suis de la génération qui, pendant les études supérieures, on faisait des modèles de vente à 10 ans. Ah oui. Et on ne se trompait pas. À 10 ans, aujourd'hui, c'est beaucoup plus réduit. Aujourd'hui, si on présente une prévision de vente à 10 ans, je pense qu'on nous rirait au nez. Ouais, c'est clair. Voilà. Et la principale difficulté, en fait, c'est celle-là. C'est de se dire, mais voilà, tout change, on le dit, mais c'est vrai, mais comment faire en sorte d'avoir malgré tout une stratégie, de faire du long terme, parce qu'une entreprise ne réussit, une marque ne réussit que sur le long terme, tout en s'adaptant. On me dit toujours, mais non, c'est soit l'un, soit l'autre. Eh bien non, il faut trouver la colonne vertébrale de la marque, et ensuite, la stratégie s'adapte à cette colonne vertébrale en permanence, on n'en change jamais, tout en s'adaptant au changement. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui soit, alors n'ont pas du tout de stratégie, les gens disant, puisque tout change en permanence, il n'y a pas de raison de laisser les choses en l'état, donc je n'ai pas de colonne vertébrale. Bon. Et évidemment, ça réussit rarement, parce que chaque fois, il faut remettre des sous, il faut remettre des euros, parce qu'il faut réinventer les choses, et le client, le consommateur ne s'en aperçoit pas. Exactement. Alors, vous avez compris, on va avoir une masterclass en marketing aujourd'hui avec Philippe. C'était mon professeur de marketing quand j'étais étudiant en école de commerce. Oui. Bien sûr. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de ton parcours. Si on veut résumer un peu ton parcours, moi, je crois qu'il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit. Il y a l'éducation, tu l'as dit tout à l'heure, la relation client qui passe à travers le marketing, la communication, commercialisation, qui sont souvent liées, et la marque. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ces trois mots? Oui, alors l'éducation, parce que c'est une de mes passions, comme les 2 autres points. Et que j'aime transmettre, j'aime faire en sorte qu'un jeune, ou qu'un moins jeune d'ailleurs, soit adapté à son monde, préparer l'avenir de quelqu'un, c'est quand même exaltant, et je trouve que c'est, parmi tout ce que j'ai fait, c'est véritablement le plus exaltant. La relation client, enfin tout ce qui tourne autour du commerce, parce que ça, j'y suis tombé tout petit, avec une famille qui avait des garages, des concessions automobiles. Donc dans l'entreprise familiale, on vit l'entreprise, même tout petit. Et j'ai aimé ça. Les premières voitures que j'ai vendues, j'ai aimé ça. Et mon père était un fabuleux vendeur, donc j'ai bien appris. Et la marque, parce que pendant mes études, on était au début de considérer que la marque était quelque chose de très important, avec les recherches de Jean-Noël Capferrer en France et David Acker aux États-Unis. Et donc, ça allait être dans le commerce un changement très très important, parce qu'on dépassait la pub, comme on disait, la publicité, pour aller un peu plus loin. Et pour aller véritablement dans les fondamentaux, dans l'ADN de la marque. On va voir tout à l'heure ensemble, justement, les fondamentaux, l'ADN de la marque. Il y a un autre mot qui me vient à l'esprit aussi, parce que
tout ça, ok, l'éducation, la relation client, la marque, ça peut être partagé par plein de personnes, mais chez toi, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est le non-conformisme et ta singularité. Alors, mais ça, je n'y C'est vrai. peux, je n'y peux rien. Je suis Tu es né, né comme ça. je suis né comme ça. Voilà. C'est l'ADN. Tu es né Philippe. Je suis né, je suis né un peu rebelle. Je suis né, Ouais. bon, depuis même petit, en me disant, bon, tout le monde me disait qu'il fallait faire A. Moi, mon premier réflexe, c'est de se dire, attends, je vais voir si je fais A. Je vais d'abord regarder si on peut pas faire B Ah oui, d'abord. ça devait être compliqué pour tes parents. J'étais un gamin un peu compliqué. Il fallait me laisser la liberté, c'est Ouais. tout. Mais pour un parent, c'est un peu compliqué. Et maintenant, ben, je l'applique à mes clients. Ouais. Ça veut dire que dans un monde qui est standardisé depuis très très longtemps, eh ben, il faut trouver non seulement la différence, la singularité, mais aujourd'hui ça ne suffit même plus. Il faut véritablement être incomparable. Autrement dit, il faut occuper un petit coin du marché qui fasse que le client ne peut pas comparer ta marque à quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, c'est le succès assuré. Mais bien évidemment, ce petit espace, là, ce petit coin, il est un peu compliqué à trouver, à imaginer. Ouais. Il faut du temps, il faut de la réflexion, mais quand on le fait, ça marche à tous les coups. Incomparable Voilà. dans le sens où tu peux pas être comparé, c'est ça que tu dis. Voilà. C'est-à-dire, si j'achète une voiture, aujourd'hui, je vais dire, il y a Renault, Peugeot, Citroën, Ford, très bien. Mais est-ce qu'il y a une voiture que je ne peux pas comparer? En fait, il n'y en a pas. Bon. Ton conseil, c'est de créer ta propre place de marché. Complètement. Créer son marché en fonction de son ADN et à condition, tu m'as souvent entendu dire ça, d'aller au bout du bout. Oui. Okay. C'est un peu ça qui est compliqué. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Or, souvent, les solutions singulières, on n'ose pas aller jusqu'au bout. On se dit, ah non, attends, là, on va trop loin. Ouais. Non, il faut aller. Donc, au bout du bout, ça veut dire qu'après la solution qu'on a imaginée, en fait, il n'y a rien d'autre. Ouais. Donc, c'est ce qui demande du temps. C'est ce qui demande de la réflexion, une certaine forme de discipline aussi, parce qu'il faut s'y tenir. Ah, complètement. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Mais les marques qui marchent depuis très très longtemps, ce sont celles qui ont créé cette place et qui surtout s'y sont tenues parce qu'elles ont considéré depuis le début que c'est l'ADN. Donc l'ADN, on ne le change pas. Alors évidemment, il ne faut pas être mulet. Si on s'aperçoit qu'on est à côté de la plaque, à côté de son marché du révolution, on ne va pas dire cregneux, je continue sur mon ADN. Mais c'est très très rare si on ne s'est pas trompé sur l'ADN, sur sa définition, si c'est vraiment soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à imiter quelqu'un, ça marche à coup. On va parler un petit peu de ta vie, si tu le veux bien. Oui. Alors, moi, j'ai une question que j'aime bien poser. Tu sais, voilà, on a tous des modèles. Toi, c'est quoi les tiens, tes modèles? Alors, des exemples d'entrepreneurs, par exemple. Mon premier modèle, c'est mon père. J'en parlais tout à l'heure, parce que c'était quelqu'un de droit qui partageait des valeurs et qui, en termes professionnels, a réussi dans un métier compliqué, la vente d'automobiles et les garages, et qui, pour moi, est resté un exemple d'entrepreneuriat réussi. Voilà. Le deuxième, c'est Maurice Lévy, le président de Publicis Conseil, parce que, avec Bleustein Blanchet, bien sûr, le créateur de l'entreprise, il a su, dans un milieu hyper concurrentiel, dominé essentiellement par des anglo-américains et un japonais, il a su transformer une agence franco-française en une agence qui est le deuxième groupe mondial de communication. Voilà, on s'imagine pas ce que ça représente, mais si on regarde les chiffres, c'est vraiment fabuleux dans un secteur où apparemment, qu'est-ce qui fait la différence d'une agence? Comme on disait de mon temps, on le dit un peu, la pub c'est du vent. Voilà. Il a pris le virage du digital bien avant tous les autres. Et à l'époque, on disait, mais chez Publicis, ils sont fous, ils rachètent des entreprises de digital, en veux-tu, en voilà, ils vont se planter. Ben non. Voilà. Et les troisièmes, ça va pas t'étonner, ce sont des éducateurs.
des pédagogues, Mmh. donc Baden-Powell, Maria Montessori, Célestin Freinet, John Dewey, Roger Cousinet, etc., des pédagogues qui, tous, ont en commun d'avoir prôné l'éducation par l'expérience. Ouais. Oui, Voilà, c'est ce vrai. système que malheureusement n'est pas développé en France, mais beaucoup dans les pays du Nord, Mmh. ce qui explique en grande partie leur succès. Et j'ai essayé là aussi, dans tous mes postes, de développer ce modèle, parce qu'il n'y a que celui-là qui marche. Et d'ailleurs, l'apprentissage, qui est devenu à la mode tout d'un coup, là, ce n'est ni plus ni moins que ça, à condition que ce soit bien suivi par l'entreprise et par L'école. et par l'école. Mmh. Tout à fait. Donc on a trois choses qui sont très logiques finalement. L'entrepreneuriat avec ton papa, la vie, le visionnaire Lévy avec sa vision Ouais. du marché, et l'éducation forte par l'expérience et par au moins sa singularité aussi, parce Ouais, que c'est bien sûr, c'est bien sûr. très singulier À Montessori. l'époque, ils ont été largement décriés Ouais. par ce que moi j'appelle l'intelligentsia de la pédagogie, mais bon, voilà, ils ont montré que c'est plutôt eux qui avaient raison. Et quand tu as su que tu étais fait pour les affaires? Parce que finalement, ta carrière est faite d'affaires. Ouais, je suis pas sûr que je suis fait pour les affaires, enfin j'en sais rien en fait. Ce que j'ai vu, c'est que... Les affaires des autres. Oui, les affaires des autres, après les miennes, c'est que ça marchait. Et puis encore une fois, singulière. C'est-à-dire, je suis pas là pour l'activité consulting. Voilà, je suis pas un consultant tout à fait comme les autres, à tel point que certains clients me disent, quand on imagine ensemble la solution, parce que je suis pas un consultant qui a la baguette magique et qui arrive devant un client en disant « Attends, toi tu sais pas, mais moi je sais, je te donne la solution ». Je les fabrique toujours avec les clients et avec les collaborateurs. Et voilà, et ça marche. Et comme la solution, elle est souvent singulière, les clients, alors heureusement, ils me font confiance, mais au début, ils froncent un peu les sourcils en me disant « T'es sûr que ça va marcher ?» Voilà, où on va, quoi. C'est quoi tes valeurs aujourd'hui qui t'animent? La première, je crois, alors je ne sais pas si c'est une valeur, mais en tous les cas, je pense que oui, c'est la passion. Ouais. Je pense que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, d'abord on s'ennuie, et puis surtout on fait mal ce qu'on a à faire. Et ça, c'est un très très bon conseil. Donc, voilà, quand on choisit une activité, quand on choisit une profession, quand on choisit, voilà, le faire en fonction de ses passions, de ce qui nous intéresse. Là, on n'aura pas l'impression de travailler, en fait. Exactement. Parce que on aime ce qu'on fait, voilà. Il n'y a pas de chemin, voilà. Voilà, quand moi j'entends des gens de l'orientation dire à des gamins, il vaut mieux être ceci que cela. Non, il vaut mieux être ce que tu veux être, et il vaut mieux choisir quelque chose qui te plaît. Et d'ailleurs, ça fait déjà quelques années qu'on voit par exemple beaucoup de diplômés de grandes écoles de management entrer dans des métiers qui ne sont pas du tout ceux auxquels ils étaient destinés par leur école, qui deviennent boulangers, cuisiniers, charcutiers, paysans, etc., etc. Parce que tout d'un coup, ils ont vu que ce qui les passionnait, c'était autre chose. Donc la passion, moi, me semble quelque chose d'important. Ensuite, c'est l'engagement. Ouais. Je ne sais pas faire les choses à moitié, et je pense qu'il ne faut pas les faire. Mais si on est passionné, on est forcément engagé. Passionné, engagé. C'est l'exigence. Alors ça, c'est un peu pénible pour les autres, quelquefois, mais sans exigence, donc ce que je disais tout à l'heure, aller jusqu'au bout du bout. Alors l'exigence pour soi. L'exigence pour soi et l'exigence pour les autres, voilà, et tout ça dans un cadre de singularité, je l'ai dit, et l'humanisme, parce qu'au bout du bout, là aussi, il n'y a toujours que l'homme. Ouais. Ton premier job, c'était quoi? Par curiosité. Mon premier job, ça a été d'abord dans le cadre familial. Donc, je préparais les voitures d'occasion, l'extérieur et l'intérieur. Oui, nettoyage. Nettoyage. Alors, à l'époque, on vendait les voitures d'occasion pratiquement comme neuves. Il fallait les rendre neuves, voilà. Donc voilà. Ensuite, ça a été de vendre des voitures dans les foires, dans les salons, voilà. Donc là, j'avais le modèle de mon père qui était un excellent vendeur, et
Et en dehors de la famille, ça a été vendeur de chaussures. Ouais. D'une marque, évidemment, qui a disparu. C'était la compagnie vosgienne de chaussures, qui avait lancé des chaussures à semelles compensées. D'accord. Qui s'appelait Newpie. Newpie. La chaussure qui aime les fleurs. Ah ouais, c'était le slogan. Voilà, bon, c'est un peu compliqué à vendre, pour tout te dire. Donc, je vendais au magasin. Voilà, bon, c'était pendant mes études. Il fallait que je gagne un peu d'argent. Newpie, la chaussure qui aime les fleurs. Donc, on a vu que tu as eu une carrière très variée, quand même. Plutôt variée. Bah oui, ouais. Pour les raisons... Mais toujours orientée dans le marketing, le commerce, la vente. Oui, mais pour les raisons qu'on indiquait tout à l'heure. À partir du moment où je n'étais plus passionné, ou ça ne m'intéressait plus trop, où on rentrait un peu dans la routine, et j'ai changé, quitte à faire des changements, véritablement. Ça a marqué de vraies transitions. Ah oui, des transitions même... Enfin, difficile. Oui. Quand on est, par exemple, enseignant dans une école qui était à l'époque l'ESC Bordeaux, devenue aujourd'hui Kedge, on est consultant indépendant à son compte, donc on est dans un confort financier, dans un confort de travail. Oui. Bon, et que quand je me suis rendu compte au bout de quelques années que je ne progressais plus beaucoup, que j'enseignais des choses que j'avais pratiquées. En partie, c'était la vente, mais pas le reste. Je me suis dit, non, ça c'est pas possible. Donc, je commence à m'ennuyer, je commence à arriver le matin en me disant, voilà. Donc, j'ai intégré un de mes clients, qui était Publicis Conseil. Ouais. Et donc là, c'est une transition, une vraie, quoi. On passe du confort. C'est pas une transition douce, quoi. Voilà, à une entreprise, aller chercher des clients, après faire des présentations. J'ai gagné, j'ai perdu de l'argent au début, voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter, à le faire pour progresser tout simplement, pour progresser soi-même, et puis pour progresser dans son avenir. Et la deuxième importante entre salarié, alors c'est toujours consultant, puisque j'ai toujours été consultant, et consultant en créant Sankara Conseil. Bon, là on en reparlera peut-être sur l'entrepreneuriat, mais ça fait un sacré changement. C'est-à-dire que le salaire il tombe plus tous les mois. Il faut aller chercher les sous, il faut aller chercher les clients, voilà. Et tout le monde m'avait dit d'ailleurs à l'époque, ça ne marchera pas. Ça va durer 6 mois. Et encore, voilà, 1 an peut-être, mais ensuite, et ça fait 14 ans que ça dure, donc ça doit être, voilà, il doit y avoir des raisons quand même. Donc c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie d'entrepreneur? Alors, les conseils, vu mon caractère... Calme-toi, Philippe. Je ne les ai pas trop... trop suivis, ou je ne les ai suivis que quand ils émanaient d'experts. Ouais. Bon, aujourd'hui, tout le monde conseille sur tout, j'y connais rien, mais ça fait rien, je donne mon avis, bon, très bien, tout ça, ça fait du bruit, à peu près inintéressant. Par contre, quand des experts parlent, voilà, je recherche, y compris dans les podcasts, les experts. Et j'ai rencontré quelqu'un, alors j'avais 17 ans, 18 ans, qui m'a dit un certain nombre de choses, qui m'a dit « Sois toi-même, ne cherche pas à imiter qui que ce soit ». Très bon conseil. Je trouve. Ensuite, l'espérance n'est jamais morte. C'est-à-dire que tu auras des échecs, comme tout le monde, relève-toi. Dis-toi que le meilleur moment, c'est pas hier, c'est demain. Telle sorte que tu n'auras jamais peur, que tu avanceras. Échappe-toi en permanence de la routine qui ennuie. Alors ça, j'étais un peu formaté pour ça, mais voilà. Et surtout, ne sois jamais spectateur du monde. Ouais. Sois acteur. Acteur pour apporter le changement, alors sans être trop présomptueux, mais à ton petit niveau, pour que la société aille mieux. Et enfin, la liberté ne s'achète pas, elle se conquiert. Ne laisse jamais les autres dicter ta vie. Et donc, chaque fois que quelqu'un a essayé de dicter ma vie, soit je discutais, soit je m'en allais. Voilà. Ouais. Tu discutais poliment ou alors tu... Ah oui, toujours poliment, mais ça ne changeait rien à la... Oui, c'est vrai que tu as une vision très claire de ce que tu veux et de ce que tu veux pas, surtout. Absolument.
et tous les, par exemple, changer de boulot pour un salaire meilleur, ça ne m'a jamais intéressé. Ouais, c'est l'expérience qui compte. Bah oui, c'est l'expérience. Et puis on passe plus de temps au travail qu'avec sa famille, hein, au total. Donc si c'est pour s'embêter pendant ses heures de travail, voilà. Et je pense que si justement on ne fait pas les choses avec passion, on s'ennuie, on cherche à imiter des autres. Ouais. Comme on n'y arrive pas, eh ben on est frustré, donc on devient négatif. Ça déteint forcément sur la vie familiale. Ouais. Et donc, ça finit en catastrophe. Catastrophe, ouais. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat? Imaginons, voilà, il est dans une situation de salarié, il doute pas de ses compétences, mais il a quand même envie d'avoir une expérience un peu plus riche. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, le premier conseil, c'est de bien peser le pour et le contre. De jeunes entrepreneurs me disent « Non, mais moi, j'ai réfléchi. » Je lui dis « Oui, tu as peut-être réfléchi, mais peut-être pas comme il fallait. » C'est un changement, on parlait de transition tout à l'heure, c'est une transition très importante. On est salarié, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, on travaille beaucoup en étant salarié. Mais tout d'un coup, on devient maître de son destin. Ouais. Alors, on dit que les salariés disent « Ouais, il y a un patron, il y a un machin, là, je ne suis pas libre », pensant que quand ils seront entrepreneurs, ils seront plus libres. Bien sûr que non. C'est une autre forme de liberté. C'est la liberté de son temps, c'est la liberté de faire ce qui nous plaît, mais c'est certainement pas la charge de travail. Un entrepreneur, il travaille 2 fois plus ou 3 fois plus si c'est possible qu'un salarié. Donc bien peser le pour et le contre. D'abord, et le faire en famille. Le choix, s'il n'est pas pris en famille, ça ne marchera pas. Parce que... ça peut être avec sa femme, son mari, ça peut être aussi avec ses parents. Ses parents, ses enfants, les choix sont importants. Alors, même si on a fait des choix conscients, les choix, ils impliquent forcément des changements. Est-ce que la famille est d'accord pour ces changements? Ensuite, ne jamais se lancer dans un secteur qu'on ne connaît pas. Je vois beaucoup de gens qui se lancent dans un secteur qu'ils ne connaissent pas en pensant que c'est facile, alors type le commerce. Tenir un commerce, attends, ça n'a rien de compliqué, quoi. Gérer un hôtel-restaurant, gérer le restaurant, c'est pas compliqué. Sauf que ce sont des métiers, comme tous les métiers, ils ont leur spécificité. Donc, si je veux, par exemple, acheter un hôtel-restaurant, moi je dis toujours, avant, passe 2 ans ou 3 ans dans un hôtel-restaurant qui va te permettre d'acquérir les compétences. Et puis c'est rester à l'écoute des bruits faibles de l'environnement. Ça, c'est le plus compliqué. Quand un bruit, on a parlé tout à l'heure de changement, c'est vrai que le changement, il est partout. Il faut essayer de détecter les bruits faibles quand personne n'en parle encore. Et donc pour ça, il faut s'informer, il faut s'obliger, c'est-à-dire qu'il faut le marquer dans son emploi du temps toutes les semaines, à écouter des podcasts, à lire des livres, à regarder des sites internet, pour détecter qu'est-ce qui va changer considérablement dans l'environnement. Et puis, et surtout, rester focus sur 2 choses les plus importantes, les produits et la relation client et le commerce. Ce sont les 2 choses majeures. Tout le reste, la compta, la DRH, le machin, ce sont des fonctions support qu'il est préférable toujours de sous-traiter. D'externaliser, ouais. Voilà. Alors on le fait rarement parce que quand on externalise, on sort des euros, alors que quand on le fait soi-même, on a l'impression que ça coûte rien. Si, ça coûte le temps qu'on y passe, et le temps qu'on passe à ça, on ne le passe pas avec les clients, ou pour les clients. Bien sûr. Donc au final, on est perdant. Conseil. Donc les fonctions support, elles sont au service du reste, et pas l'inverse. Carrément. Donc voilà, et donc ces deux dossiers, produits et relations clients, commerce, marketing, vente, etc., ce sont les 2 choses les plus importantes. Alors on va passer sur la marque. Je pense que tout le monde attend ça avec impatience, les conseils de Philippe sur la marque. Quelle est ton approche à toi vis-à-vis des marques et de leur communication, même si on l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure? Voilà, c'est quoi une marque?
Alors, c'est quoi une marque? Une marque, c'est un ensemble de signes qui font que quand le client entendra un son, quand il verra des couleurs, quand il verra des formes, il se dira, sans avoir besoin de lire le nom de la marque, il se dira, tiens, c'est machin qui parle. Voilà, ce qu'on appelle donc le territoire de marque. Voilà. Mais le préalable à tout, c'est l'identité. Donc vision, mission, etc., c'est-à-dire définir l'ADN de la marque. Alors ça semble très simple à faire. En fait, il faut avoir les bonnes méthodes et les bons outils pour le faire. Et il faut y passer le temps nécessaire pour que tout le monde soit d'accord. Ce n'est pas une décision du dirigeant. Ouais. C'est une décision de l'ensemble pour que tout le monde s'y retrouve. Et l'ADN, c'est son ADN. C'est pas un ADN que l'on va déterminer parce que ça va plaire à je sais pas qui ou à je sais pas quoi. C'est son ADN. Et parce que quand on vend son ADN, en fait, ça paraît naturel. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. De sorte ensuite de conserver cet ADN et 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, de le conserver. Voilà, une fois qu'on a bien ça, eh bien, on travaille sur les fondamentaux de la marque. Donc, les choses qui sont évidentes, mais pas toujours quand on est entrepreneur. La stratégie concurrentielle, les cibles segmentées, le positionnement, le business model, etc. Et je vois trop souvent des entrepreneurs qui passent pas assez de temps là-dessus, qui se concentrent sur un business model ou sur, encore pire, un business plan. Parce que c'est le banquier qui va le demander. Sauf que le business plan n'est que le reflet de quelque chose. Quand je commence par le business plan, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que les business plans sont rarement respectés. Tout ça, si on veut durer. Si on veut éviter une grande catastrophe. Et donc à ce moment-là, la communication, c'est l'expression de tout ce qui précède. La communication, ce n'est qu'un booster. C'est tout. S'il n'y a rien à booster, c'est-à-dire si la valeur perçue par le client n'est pas bonne, etc., tu pourras dépenser tous les milliards que tu veux en communication, il ne se passera strictement rien. Tout à fait. Il y a une marque en particulier à laquelle tu penses qui incarne vraiment ce que tu viens de nous dire? La mienne. D'abord, donc c'est encore un conseil, mais je ne vais pas en parler. L'autre, c'est, parmi toutes les autres, mais on peut en citer certaines, mais c'est Columbia, la marque de sportswear, parce que c'est véritablement l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. Une ADN qui a été forgé par la fondatrice. Alors, c'est sûr, très marqué par l'endroit où se trouvait l'entreprise, qui est la chaîne des Cascades en Oregon, mais qui a su le maintenir contre vents et marées, à une époque où ce n'était pas la mode. Alors, aujourd'hui, c'est devenu tendance d'avoir des vêtements nature, etc. Sauf que Columbia, ça date pas d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, c'est un peu le principe de management de la fondatrice qui disait « It's perfect, now make it better ». Donc, on est parfait, mais on peut encore s'améliorer. Ce qui fait que l'entreprise a ça dans son ADN. Et ensuite, c'est l'exemple type d'une entreprise qui a failli disparaître. C'était vraiment à deux doigts. Quand la fondatrice, qui n'y connaissait rien ou pas grand-chose, a compris que c'était les produits qu'il fallait changer, qu'il fallait une innovation produit. Et ça a été la première marque à utiliser le Gore-Tex dans ses vêtements. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, voilà, Columbia fonctionne parce que en première raison, c'est son ADN profond et c'est l'exigence de la fondatrice qui maintenant perdure depuis la création. Ok, on va se faire un petit jeu autour de la marque. Ça te tente? Allez. En fait, je vais te donner des slogans de marque célèbres, évidemment, et tu vas essayer de les trouver. Tu vas essayer de les deviner. On commence très simple. Oui. Just do it. A priori, ça doit être Nike. C'est ça, bravo. On va voir si tu as tout juste. Parce que vous le valez bien. Ça, c'est L'Oréal, le budget phare des Publicis. Exactement. Venez comme vous êtes. McDo. McDo, bien, il a tout juste pour l'instant. Impressionnant. Le plaisir de conduire.
BMW. Ouais, c'est ça. BMW, bravo. Alors, celui-là, il est bien, moi je l'aime bien. Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Oh, ben ça, c'est Air France. Exactement. Qui était un budget Publicis aussi. Ouais, bah voilà. What else? Allô, Nespresso. Exactement. Alors, ouais, alors là, il faut être consommateur aussi. It's in the game. Jeux vidéo, non? Ouais. Bah oui, ouais. Jeux vidéo, ouais. Mais je sais pas qui. EA Sports. Ah ben, je connais même pas. Alors. Non, il faut jouer à FIFA. Voilà. mais ça a fait toute ma jeunesse. Mais tu vois, les exemples que tu as pris, ouais. que tu as proposés, sont tous des exemples de marques qui ont une ADN très profonde et qui expriment la même chose depuis des années, des années. Et ça coule de source. Cristalline. Et voilà. Pour terminer. Merci Philippe. Alors après, j'ai d'autres questions, j'en ai plein. Et j'ai envie de passer à quelque chose qui est un peu plus passionné. Tiens, tu mentionnes l'importance de certaines choses, de l'écoute, de la passion, tu l'as dit tout à l'heure, de l'éducation dans tes parcours. Est-ce que tu as envie de développer un petit peu plus ces points? Oui, l'écoute, ouais, parce qu'on ne peut rien faire sans écouter, strictement rien. Ouais. Aujourd'hui, voilà, on ne peut pas, même pour un consultant, on ne peut pas construire sa propre solution. Ouais. Donc il faut écouter son marché, encore une fois, je le redis, les bruits faibles de l'environnement, il faut écouter ses collaborateurs, il faut écouter. L'écoute, c'est important. Ouais. Ça veut dire qu'il faut également, bien évidemment, aller à la rencontre. Et pour un entrepreneur, c'est très compliqué. Pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il pense qu'il n'a pas le temps. Ouais. Et la gestion du temps, pour un entrepreneur, c'est primordial. Donc il faut tenir son agenda en mettant en premier les choses importantes et pas les choses urgentes. Alors ça paraît évident quand on le dit comme ça. Après, quand on est au quotidien, c'est plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Très simplement, on ouvre une feuille, un to-do it. Voilà, on met d'un côté ce qui est important, de l'autre ce qui est urgent. Je ne m'occupe que ce qui est important et ce qui est urgent, je le fais à la fin de la semaine. Voilà. Il y a des gens qui ont peut-être tendance à confondre un peu les deux, de ce qui est important et de ce qui est urgent. C'est difficile de le savoir peut-être des fois. Oui, enfin, l'important, c'est ce qui conditionne l'avenir de l'entreprise. Ouais, en fait, tu dois vraiment définir tes priorités. Ce qui est urgent, donner, je ne sais pas, je donne des exemples, mais donner des éléments à son expert comptable, c'est pas urgent. Et c'est pas important non plus. Ouais. Voilà, alors lui, il sera pas content. Hein, par contre, pour lui, c'est important. Pour lui, c'est important. Voilà, alors ça veut dire qu'il faudra le faire un jour. Hein, oui. Mais il y a peut-être des choses importantes. Alors, s'il n'y a pas de choses importantes, et ben, tant mieux. Donc, l'écoute, c'est quelque chose qui est importante. La passion, on en a parlé tout à l'heure. Et l'éducation, dans ce qu'on fait, et l'éducation, c'est la même chose. Parce que éduquer, c'est transformer le monde. C'est la seule activité qui réellement peut transformer le monde. Et on voit aujourd'hui dans nos sociétés, quand l'éducation marche mal, la société marche mal. Ouais. Voilà, c'est aussi simple. C'est ça. Et je pense qu'on va terminer sur ça. L'éducation, pour toi, c'est vraiment un des défis majeurs dans notre monde aujourd'hui, dans le monde contemporain. C'est le plus important. Pour aujourd'hui, y compris dans l'entreprise. Ça a toujours été. Parce que quand un monde change vite, ça peut conduire, et ça conduit, on voit des exemples, à ce qu'il n'y ait plus de repères. Et quand on n'a pas de repères, on est comme le bouchon de liège sur l'eau, hein, dans le ruisseau. On va quelque part, mais on n'a pas choisi son chemin. Et donc c'est quelque chose de primordial, que ce soit l'éducation maternelle, primaire, secondaire, supérieure, mais aussi l'éducation dans l'entreprise. Le budget formation, trop souvent, est contraint au minimum légal, alors que dans un monde qui change, il faut que tout le monde, hein, quel que soit le poste, s'informe, connaissent des nouvelles méthodes, des nouveaux outils, puisque moi je considère toujours qu'il n'y a que deux choses importantes hein, dans les choses, c'est la méthode de travail et les outils pour faire ces méthodes de travail. Et voilà, sur les trois points, c'est ça, c'était les trois. C'était ça, l'éducation. Merci Philippe pour tous ces conseils et c'est très agréable de t'avoir au micro d'Éclosion. Merci à toi. Merci beaucoup, à très vite.